sur le sujet parce que cela dépasse, et les moyens utilisés dépassaient de loin ce que l'État du Sénégal pouvait faire. Et donc aujourd'hui, un lanceur d'alerte permet à un État qui le protège évidemment de pouvoir de mieux développer la bonne gouvernance, dans le sens où il s'assure que dans les entreprises, il est prêt à protéger des personnes qui dénonceront les mauvaises pratiques dans ces entreprises-là. Donc, c'est également une opportunité pour cela. C'est également une opportunité même pour les États qui ne protègent pas forcément. Aujourd'hui, on a des organisations comme la PLAF qui mettent en place des systèmes pour essayer de protéger les lanceurs d'alerte dans les États où ils ne sont pas protégés. Parce qu'il faut savoir que moins de 10 pays africains sur les 54 ont une législation qui protège les lanceurs d'alerte. Donc, cela, même le Sénégal n'en a pas, je pense. Du coup, il est important aujourd'hui, justement, si on veut essayer d'en profiter comme un moyen de promotion de la bonne gouvernance, d'assurer leur protection, mais également d'assurer la protection du journaliste qui en parle, parce qu'ils sont ils sont partenaires. Il faut rappeler que dans les affaires comme que ce soit les Lumumba Papers, que ce soit les Panama Papers, Paradise Papers, ce sont toujours, les lanceurs d'alerte ont toujours été aidés par des journalistes, parce qu'eux, ils ont la possibilité d'aller enquêter, d'aller accéder à d'autres sources, à d'autres informations que le lanceur d'alerte lui-même, auxquelles lui-même il n'a pas accès. Et également, ils ont des moyens de diffusion plus larges que lui, auxquels il peut avoir accès. Souvent, on pense également que le whistleblowing, comme on dit en anglais, est né avec Internet. Non. Et, un seul exemple que je vais donner, qu'on a vécu au Sénégal, ce qu'on avait appelé l'affaire du sucre roux, c'était en 1994. Il n'y avait pas encore Internet au Sénégal. C'est un fonctionnaire du ministère du Commerce qui avait remis des dossiers à un groupe de presse, en fait, qui en avait parlé. Après, il y avait eu un procès contre ce groupe de presse qui a été condamné, mais bon, ça reste toujours quand même une question que ça a été un lanceur d'alerte qui a été à l'origine de la chose, hors Internet. Donc, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui ne se développe pas, comme je dis, parce que les gens ne sont pas assez protégés pour pouvoir travailler, pour pouvoir lancer ces alertes-là. Donc, je vais m'en limiter là, puisque le temps nous tient un peu. Et je vous remercie, peut-être si après les gens ont des questions. Merci, Pape. Il faut dire que ce panel était vraiment attendu. Hier, quand on a reporté à ce matin, j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient oui, on attend ce panel, et qui est marqué par l'arrestation d'un activiste, aujourd'hui appelé lanceur d'alerte, qui est actuellement à la Mako, en prison. Et il faut dire qu'au Burkina, ces terminologies, lanceurs d'alerte, activistes, blogueurs, ne sont pas souvent très bien compris par le citoyen lambda. Je pense que c'est l'occasion ici, pour les uns et les autres, de donner leur avis là-dessus pour qu'on puisse éclairer cette opinion. Et il y a 3 semaines au Burkina, le ministère de l'économie numérique tenait un atelier de protection pour les lanceurs d'alerte. Et lors de cet atelier-là, le représentant du ministre de l'économie a beaucoup insisté sur le fait qu'il ne faut pas confondre les lanceurs d'alerte avec les activistes qui s'adonnent souvent à la diffusion de certaines informations qui ne sont pas avérées sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de questions se posent, comme entre autres, quelles sont les conditions à remplir pour être considéré comme lanceur d'alerte, et tout journaliste est-il un lanceur d'alerte? Je pense que Pape Dieng a déjà donné cette réponse-là. Je vais appeler ici sur le podium Delphine. Delphine qui est du Tchad. Elle est avocate. Militante pour une société civile tchadienne de justice, également militante des droits de l'homme. Elle est l'initiatrice de l'Association des femmes juristes du Tchad. Également Jimmy Kandja. Il est conférencier, enseignant des médias et des communications à l'Université du Malawi. Il est également blogueur sur les questions de justice politique, culturelle et sociale.
Amélie Gueux est collaboratrice du bimensuel d'enquête et de reportage, Le Reporter. Et elle est par ailleurs animatrice d'une émission de télé sur les médias sociaux et du blog qui s'appelle Actu Médias sociaux, axée sur notamment l'actualité du Burkina à l'aide des réseaux sociaux. Et elle était auparavant journaliste, community manager du journal en ligne Le Faso.net. Et Charles Sanchez, qui est juriste, blogueur, on va dire anciennement activiste. Il a tenu à ce qu'on le précise. Et il a travaillé pour PLAF et aujourd'hui, il est au niveau de la Croix-Rouge. Merci. On va d'abord commencer par Charles. Et Charles, est-ce que vous pouvez revenir un peu brièvement sur l'expérience du PLAF, qui est une plateforme de protection des lanceurs d'alerte? Et moi, je voudrais savoir aujourd'hui, il y a combien de lanceurs d'alerte qui sont derrière les barreaux et qu'est-ce que PLAF fait pour ces personnes-là? Bonjour à tout le monde. Merci Bass. Je vais essayer d'être très bref, mais la question à elle seule mériterait tout un panel. Donc, moi, je suis particulièrement heureux d'avoir cette audience, cette assistance, et je suis d'autant plus ému que le président de PLAF et 2 membres fondateurs de PLAF sont avec nous ce matin. Je trouve que c'est un grand honneur pour moi personnellement. Donc, parler de PLAF, c'est simple et un peu compliqué parce que c'est d'abord une aventure humaine. Alors, le président de PLAF qui est là, qui est Maître William Bourdon, travaille sur les questions de lanceurs d'alerte depuis maintenant à peu près 30 ans. Il connaît beaucoup le sujet et il avait senti ces dernières années que ce serait une thématique qui allait monter. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune législation presque en Afrique qui protégeait les lanceurs d'alerte. Alors, il a eu l'idée évidemment de créer cette organisation pour protéger et défendre les lanceurs d'alerte. Alors, PLAF existe depuis un peu plus d'1 an et demi, de manière légale. En 1 an, on a travaillé sur je vais dire 3 gros dossiers, 2 en RDC et un sujet en Afrique du Sud, notamment l'affaire dite des Gupta Leaks. Je ne sais pas si vous avez plus ou moins suivi. Et pour la petite histoire, je crois qu'une de nos contributions dans les révélations des Gupta Leaks ont contribué au renversement institutionnel de Jacob Zuma. Donc nous n'en étions pas peu fiers. Alors, comment est-ce qu'on travaille avec les lanceurs d'alerte? On a une plateforme qui a un protocole de sécurité très élevé. Là aussi, c'est pour protéger les lanceurs d'alerte. Et lorsque un lanceur d'alerte veut faire, dans le jargon, on parle de signalement, donc veut donner des documents, il va sur le site, il suit un protocole de sécurité pour pouvoir justement envoyer les informations. Et donc ces informations sont reçues par PLAF, qui les analyse, qui rentre en contact avec le lanceur d'alerte dans les cas où le lanceur d'alerte évidemment est d'accord pour que cela soit fait, mais sinon il y a la possibilité que son anonymat soit complètement garanti. Et une fois que cela est fait, PLAF dispose d'un réseau de journalistes mais aussi d'avocats dans différents pays. Et PLAF fait un travail d'abord de sélection des documents qu'il partage avec certains médias. Et ces médias font le travail nécessaire. Voilà grosso modo. Donc j'ai 2 minutes, je vais juste conclure sur la question. On vous invite en tout cas à aller voir le site de PLAF où évidemment tout est assez
assez détaillé. Et puis voilà, si vous voulez aussi, on pourra en discuter plus largement dans les couloirs. Merci Charles. Delphine, dans la présentation de Pape Ismaël, il disait qu'il y a des lois de protection de ces lanceurs d'alerte là dans certains pays. Et on constate que c'est beaucoup plus des pays anglophones. Est-ce qu'au niveau du Tchad, il y a une loi qui est votée pour protéger ces lanceurs d'alerte? Et à votre avis, est-ce que ces lanceurs d'alerte sont un atout pour la transparence dans la bonne gouvernance ou un frein? Merci, bonjour à tous. Je profite de la tribune pour dire merci aux organisateurs qui ont bien voulu m'inviter à ce forum. Je note quelque chose qui m'a particulièrement touchée, c'est cette chaise vide qui représente le symbole des personnes absentes. Ça nous permet de prendre la dimension de notre engagement et des risques que nous encourons tous, parce que nous pouvons d'une manière ou d'une autre à un moment donné être comptés parmi ces personnes disparues. Étant à Ouaga, je voudrais nous encourager à exprimer aussi beaucoup de solidarité. Ça a déjà été fait, mais je pense que une visite de solidarité à notre camarade qui est en prison serait un soutien énorme. Il y a ici des éminentes personnalités. Si une délégation pouvait être constituée pour aller le rendre visite, je pense que ça ne serait pas mauvais. Je voudrais noter également, parce que il y a des choses qui, dans cette lutte, nous permettent de continuer, d'avoir le courage de résister. Et c'est important de reconnaître des personnes qui, pour moi, ont été très importantes dans la lutte que nous avons menée pour le procès Habré. Je suis particulièrement ravie de voir Tine ici, Alioune Tine, dans la salle. C'est une des personnes clés qui, au Sénégal, a permis que ce procès se construise et qu'il ait lieu. Je vois également Maître William Ougdan, Henri Tuiles. C'est vraiment l'équipe qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, l'un des dictateurs renommés de l'Afrique soit sous les verrous. Et je voudrais donc leur dire du haut de ce siège, merci. Je suis avocate et défenseur des droits de l'homme. Ma vie a été faite de cela. J'ai initié beaucoup de choses au Tchad, l'Association des femmes juristes, l'ATPDH. Mais actuellement, je suis ici sous le chapeau du Public Interest Law Center, qui est un centre que j'ai créé pour favoriser l'accès des personnes pauvres, notamment des femmes et des enfants à la justice, mais surtout des victimes de violations des droits de l'homme qui pullulent au Tchad et qui parfois passent des durs moments devant les juridictions et qui sont peut-être encore en ce moment en prison. Pour parler des lois, vraiment, le Tchad est un de ces pays de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, une région assez spéciale parce que déjà très méconnue, qui tient le flambeau en matière de violation des droits de l'homme. Nous avons les dictateurs les plus anciens au pouvoir. Le mien a 28 ans de pouvoir et vient de changer la constitution pour une deuxième fois. Cette constitution qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains, donc il devient un dictateur légal. La question essentielle qu'on se pose maintenant et qu'on pose à ses partenaires, c'est comment ils peuvent continuer à collaborer avec un président qui légalement est dictateur. Et ça ne les embarrasse pas parce que vous vous imaginez que la lutte contre le terrorisme est aujourd'hui le thème qui englobe et qui annihile tous les autres problèmes. Donc, nous n'avons pas une loi qui protège les lanceurs d'alerte. Au contraire, cette
Constitution marque une régression dans les libertés, notamment la liberté d'association, parce que y a une loi qui vient abroger la loi de 62. C'est une vieille loi, mais cette nouvelle loi est une régression parce qu'il soumet la création des associations à des conditions très très draconiennes et donne au pouvoir public le pouvoir de contrôler les financements, de suspendre les associations qu'on estime ne pas suivre la ligne tracée. Donc nous entamons plutôt des moments assez difficiles et je ne sais pas comment il y a un mouvement qui se met en place, mais on sait qu'au Tchad, quand une loi est adoptée dans un contexte où le pouvoir est tout puissant, quoi qu'on fasse, il n'y aura pas de recul dans le sens de libérer ou de revenir à un niveau acceptable de liberté d'association. Donc voilà, merci. Merci bien, Madame Delphine. Jimmy, et comment ces lanceurs d'alerte sont-ils appréciés par les politiques et les populations au niveau du Malawi? I don't think I'll be specifically looking at what is happening in Malawi because I think the issue of whistleblowers, we need to accept that historically, as human beings, I think one of the biggest battles that we have to fight and we continue to do is the question of governments or whoever is in power at the time try to control free flow of information. So the issue of whistleblowers is basically because somebody is trying to hide something from the public. So we should be looking at the issue of So we should be looking at the issue of whistleblowers basically as a continuing struggle against access to information. And when we look at these issues, basically we don't look at a specific country or specific continent. It is a struggles everywhere. But why do we struggle for this? Because we know for every government, every society to function, we need people to participate in what is happening in society. And for people to meaningfully participate in everything, people need to have information. People need to know what is going on. So everywhere we find out that this is a struggle. We have journalism, we have media institutions, we have whatever, but we know the limitations with that. And that's why most of us here, calling ourselves bloggers or we share information in whatever ways, because we identify the gap between what media is capable of doing and between what governments are trying to do. So really the issue of whistleblowing, yes, some people can identify themselves as whistleblowers, but I think it's a call to duty to every responsible citizen, you know, wherever possible, to try and share information openly. For example, my colleague here talking about setting up an institution. I think it's a welcome idea that we have an institution basically that can protect people that are trying to share information and whatnot. But we must realize that this battle can be best fought if you're looking at legal structures within our governments. In most countries, we have, on paper at least, provision for freedom of expression. But find out the same countries, they cannot allow people to access information. As 2011, for example, only 5 African countries had legal means to provide, to ask, where people could ask for information. As of 2017, I know the figure is now about 24. But what is happening is that most countries basically are providing these provisions just on paper and not necessarily doing it in principle. For example, of those countries in Africa that are allowing access to information, you find that countries like Tanzania, for instance, countries like Ethiopia, which we know in practice basically they're trying to limit the levels or the spectrums of acceptable opinion from the public. So the case of whistleblowers basically is a real struggle that we have to deal with. And whistleblowing, I think it's a term somebody said earlier on, perhaps that may not be well understood by everybody. But when we talk about whistleblowing, we're talking about centuries-old struggle for people
to access information that they should. And there's this battle because there is, on one hand, public that is trying to access information or trying to provide information to the public, and on the other hand, we have governments that are trying to control such form of information. Sometimes you can be too hard on ourselves to say, there are examples that we can give, and sadly, I'm hearing now that a colleague here is in jail for the same reason. But we see this across the world. From America, the issue started, for example, you can look at how WikiLeaks came up, and then we had Edward Snowden, and then we have all sorts of sort of leaks that are happening between the Panama Papers and whatnot. All these are genuine struggles for people to provide information. Now, whistleblowers are not providing information, basically they are not a solution necessarily. What I'm trying to say here is that these are enablers. They give us information. It's us, the public. It's less of us. What do we want to do with that information? We need information because you can take certain action. So these are just enablers, basically. Having whistleblowers giving us information, providing information to the public is one thing, and having the public reacting is the other. It's the same with journalism. You can have very good investigative journalism, very good information coming from whistleblowing. We need to understand that the other important of this thing is that whistleblowing provides better journalism. It provides better journalism because best critical journalism does not come from press conferences, does not come from press releases. So we need information that somebody is trying to hide elsewhere. But that information can only be meaningful if a group of us like here and elsewhere in the public making any sense of it. I think I'll stop there for now. Thank you. Merci bien, Jimmy. Et oui, les lanceurs d'alerte, si j'ai bien résumé ces propos, donnent certaines informations, en tout cas la première de certaines informations aux journalistes. Amélie, alors, est-ce qu'on peut considérer ces lanceurs d'alerte comme des concurrents ou un allié pour le journaliste? Non, pas du tout, pas des concurrents, je pense pas. Ce sont plutôt, comme il a dit, ils apportent un nouveau souffle au journalisme. Les lanceurs d'alerte, ils sont des sources pour les journalistes. Et le journalisme, c'est aussi et surtout les sources. Et ils donnent, ce sont des gens qui prennent des risques. Et généralement, ils ont les preuves de ce qu'ils apportent comme information. Il faut dire que cela n'est pas évident. Malheureusement, et d'où la question de la nécessité de la protection de ces lanceurs d'alerte. Je me souviens, une fois, il y a un agent d'une administration ici qui est venu, qui a cherché à me rencontrer comme journaliste. On a échangé. Il a relaté des problèmes au niveau du ministère. Les premiers responsables qui, par exemple, parce qu'ils n'ont pas pu faire passer leurs clients, je vais dire ainsi, pour un marché, ils décident d'annuler tout simplement, ou qui, pour toutes les missions qui sont organisées, et Dieu seul sait combien de missions ont été organisées, pour toutes les missions qui sont organisées, on leur nom sur les listes, alors qu'ils sont à Ouagadougou, mais ils ont leur liste sur nos listes. Et un petit calcul, cela fait perdre des millions à l'État. On a échangé, il a parlé, maintenant il faut des preuves pour accompagner. On s'est donné rendez-vous pour une prochaine fois pour se voir. Mais j'ai constaté que quand il est parti, après, il n'a pas voulu revenir. J'ai constaté qu'il avait, il craignait, on a échangé une fois au téléphone, j'ai senti qu'il craignait, disons, pour son poste. Et quelqu'un du même ministère qui a voulu, lui, se donner des informations avec des preuves, mais qui après a eu aussi certaines pressions et tout. Donc, c'est pas évident pour moi. C'est important de les protéger. Et s'ils sont protégés, je ne pense pas qu'ils soient des concurrents, mais plutôt une source. Ils apportent un appui au journalisme. Merci. Merci bien Amélie. Je pense qu'on va ouvrir le débat très rapidement. On n'a que 5 minutes. On va prendre 2 ou 3 personnes pour qu'ils donnent enfin pour les contributions. Et le monsieur de Mediapart. Ok.
vous vous présentez et vous dites le pays également. Bonjour, Abdou d'Algérie. Moi j'ai une question. Quand les lanceurs d'alerte font partie des services de sécurité, d'un corps de sécurité, un gendarme ou un agent de renseignement, etc., ça nous arrive. Hein, moi j'ai eu affaire à ce cas. Comment on peut les accompagner ou les aider à se protéger juridiquement? C'est un cas un peu particulier. Est-ce que vous avez des conseils à donner? Je parle notamment de notre ami du PLAF. Est-ce qu'il y a un accompagnement un peu précis pour ce genre de lanceurs d'alerte qui sont à l'intérieur d'institutions et de corps très très particuliers où souvent, lorsque l'information sort, on les accuse de haute trahison et les peines sont très très dangereuses dans ce genre de cas. Merci bien. Il y a une question avec PLAF, spécialement avec PLAF cet après-midi avec les ONG. Je pense qu'on peut étaler cette question quand PLAF va parler de ça. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Moi, j'ai une question pour Charles et aussi pour les activistes en général. Dans les pays où, de toute façon, il n'y aura pas de loi pour protéger les lanceurs d'alerte, on le sait d'avance. Il n'y en aura pas au Tchad, il n'y en aura pas dans beaucoup de pays, des lois qui protègent les lanceurs d'alerte. Qu'est-ce qu'on met en place pour quand même les protéger depuis l'étranger? Moi, c'est plus ça qui m'intéresse parce que je sais qu'au Tchad, il n'y aura jamais une loi pour protéger les lanceurs d'alerte, dans d'autres pays aussi. Donc, comment on fait depuis l'étranger pour les protéger et quels sont les mécanismes qu'on met en place pour protéger la sortie des données qu'ils peuvent nous envoyer? Ben, je pense qu'on met en place déjà des plateformes qui sont assez sécurisées où les gens qui vont éventuellement pour transmettre des documents ou des données, on peut garantir leur anonymat. Je crois que ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est de renforcer un peu les compétences numériques des journalistes, des blogueurs qui sont éventuellement nos relais pour une organisation comme PLAF. Et c'est ce qu'on a fait particulièrement cette année avec les Africtivistes à travers le programme Afrique Média Cybersécurité. Donc je crois que c'est un peu des mesures comme ça qu'on peut dans un premier temps prendre en place. Après, je ne serai pas aussi catégorique que vous de dire qu'il n'y aura pas du tout de loi. Je crois qu'il faut continuer à y croire, il faut renforcer le plaidoyer. Et puis surtout, veiller quand les processus législatifs sont menés que ce ne soit pas des lois qui soient des coquilles vides. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui est d'intérêt pour PLAF. Et voilà un peu, je crois, ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter. Ok. Je le micro. Hein. Moi, j'insiste beaucoup aussi sur les journalistes, en fait, parce que l'une de nos obligations, c'est de protéger nos sources, pas du mieux qu'on peut, mais au maximum. C'est-à-dire, je pense même, ça, c'est ma conviction propre. Parfois, si vous n'êtes pas sûr qu'en publiant une information, vous saurez protéger votre source, il vaut mieux taire l'information parce que vous mettrez la personne en danger. Ça, c'est ma conviction propre. Je ne vais pas dire que c'est une obligation pour tous les journalistes. Donc, c'est ne pas également se lancer dans cette course au scoop, dans cette course à l'information, au point de mettre en danger quand même votre source ou une autre personne. En fait, pour moi, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est juste un peu une contribution par rapport aux lanceurs d'alerte. Je pense, dans la dynamique de ce qu'Ismaël a dit, et ça vient donner un nouveau souffle au journalisme et tout. Moi, je dirais plutôt qu'aujourd'hui, avec l'émergence des fake news et autres, on retourne aux fondamentaux du journalisme. Parce que c'est ce journalisme de qualité qui peut vraiment faire la différence aujourd'hui. Et réussir à avoir des lois qui protègent les lanceurs d'alerte, c'est vraiment aller dans le sens aussi de vraiment une collaboration entre ces organisations peut-être de société civile, ces fonctionnaires et les journalistes pour pouvoir vraiment permettre de pousser les États vers la plus de lois qui protègent les lanceurs d'alerte. Moi, en tout cas, pour moi, je ne serais pas peut-être aussi pessimiste que mon frère tout à l'heure, mais c'est quel intérêt ces autorités ont à créer des lois qui protègent les gens qui veulent mettre à nu leur gestion.
Et donc, pour moi, ce qui serait vraiment important, c'est de réussir à monter une collaboration ou des formes de collaboration qui permettent aux journalistes, aux organisations de société civile et même aux blogueurs, aux activistes, pour faire en sorte que vraiment la pression les fasse changer d'avis, au fait. Oui. Je crois que... Charles, un instant, on va prendre 3 dernières questions et puis vous allez conclure. Merci beaucoup. En fait, moi, j'ai titillé un peu en fait l'orientation d'ailleurs qui a été donnée au sujet, parce que je crois voir juste que on est en train de réduire cela entre journalistes et avocats. Et je pense que c'est bien d'avoir des espaces de collaboration entre différents types d'acteurs qui interviennent. Mais ne pas oublier que ce qui est plus important, c'est plus la finalité. Et dans cette finalité interviennent d'autres types d'acteurs qui sont ni journalistes ni avocats, mais qui font pousser énormément de choses dans leur pays. Et également, il y a même une façon d'exposer, je pense, certains acteurs en insistant sur les nouveaux concepts de whistleblowers, de insiders, etc. Et je pense que ça facilite même plus le système de pouvoir mieux nommer et identifier ce qui constitue des risques à leur niveau, que de leur permettre d'être beaucoup plus efficaces par un travail qui peut se faire d'une autre façon. Maintenant, ceci étant dit, je pense qu'aussi il est important de se questionner d'abord sur les lois qui existent, qui ne sont pas appliquées, avant de demander de nouveaux types de protection. Parce que si je prends l'exemple du Sénégal, en réalité, même les insiders sont protégés par la loi. Par exemple, on peut donner le cas de fonctionnaire qu'on radie parce qu'il a dit des choses, alors que ce fonctionnaire, il est obligé, sur la base du code de transparence qui est une loi de 92, de dénoncer des faits dont il est témoin. Mais également cette constitution même qui permet à n'importe quelle situation, citoyen également, de pouvoir dénoncer et de veiller. Donc je pense que veiller d'abord à ce que la loi soit appliquée pour tout le monde, pour tous ceux qui s'indignent et s'engagent, et c'est peut-être préférable que d'identifier des acteurs qui peuvent être vulnérables assez facilement. Merci. Merci. Rapidement, 30 secondes, 45 secondes. Okay. Ma question, c'est en 27 secondes. Ok, moi, ma préoccupation, c'est un peu par rapport à la responsabilité. Que pensez-vous de la responsabilité de l'activiste? Pensez-vous qu'il doit soigner un peu sa forme et son fond, ou il doit être libre de ton? Ok, autrement dit, quelle est la limite de l'activisme dans un état de droit? Très rapidement. Quel intérêt pour les dictatures de voter des lois de protection des lanceurs d'alerte? L'intérêt, il est médiatique et de pacification. Il faut comprendre que ce sont des régimes cyniques. Donc l'usage de la loi et de la promulgation de la loi comme outil de pacification judiciaire. C'est-à-dire quand on va dire il n'y a pas de loi, ils vont dire non, nous avons telle loi, article tant qui protège. Donc nous sommes un état de droit qui protège. Et dans la vie quotidienne, l'activiste sera pourchassé, le lanceur d'alerte sera tué. Donc il faut tenir compte de cette perversité et ne pas limiter ce débat à un débat judiciaire, mais vraiment à l'application concrète des lois. Merci. C'est vraiment l'exception, 30 secondes. Alors moi, je voudrais interpeller le mouvement affectiviste à renforcer la résolution qui a été proposée par le Reporters sans frontières, demandant le Conseil de sécurité à sécuriser à la fois les blogueurs, les journalistes et les lanceurs d'alerte, au lieu de demander effectivement à nos États, qui sont eux aussi prédateurs, de protection des défenseurs des droits de l'homme. Donc je pense qu'il faut renforcer la proposition qui a été, la résolution des Nations Unies, qui a été faite par le Reporters sans frontières auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça sera plutôt cohérent que de demander à nos États de pouvoir vraiment nous sécuriser. Merci bien, le Tchadien. Pour résumer les questions, c'est pourquoi les gouvernements adoptent des lois de protection pour les lanceurs, des lois qui existent et qui ne sont pas appliquées, à quoi ça sert et quel est l'intérêt qui revient, enfin, l'intérêt de voter justement ces lois pour les lanceurs d'alerte. Charles. J'ai le micro. Okay. Je partage ton point de vue, Andrea. Mais je voudrais ajouter aussi que nous sommes dans des sociétés, c'est vrai, qui sont quelquefois anomiques, qui ont beaucoup de difficultés, etc. Mais nous sommes aussi des citoyens.
donc dans le sens où nous essayons de construire. C'est un idéal que nous essayons d'atteindre. Et dans ces cas-là, les choses ne sont pas fermées. Ensuite, elles ne sont pas statiques. Et donc, nous avons tout intérêt à nous inscrire dans des principes qui sont les principes de démocratie, les principes d'état de droit, etc. Et donc, à mener aussi le combat sur ces fronts-là. Alors, quel est l'intérêt pour les dictatures? Effectivement, tu réponds plus ou moins bien. Mais moi, je dirais quel est l'intérêt pour les citoyens de veiller à ce que des lois soient votées. Ensuite, de pouvoir justement opposer ces lois-là à ces dictateurs. Donc voilà un peu quelque part aussi le débat. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que la question des lanceurs d'alerte, c'est aussi une question de démocratie, c'est une question de citoyenneté et c'est une question de gouvernance. C'est pour ça aussi que c'est une question qui est importante dans un état de droit. C'est pas juste en fait quelque chose qui est dans l'air du temps, etc. C'est, il y a une résurgence peut-être du phénomène grâce justement aux technologies de l'information et de la communication, mais c'est aussi parce que simplement ce sont des outils aujourd'hui qui peuvent permettre aux citoyens de mieux participer dans cette crise démocratique, d'élever leur voix, etc. Mais on a vu aussi dans d'autres pays où ça a eu des impacts très positifs, des dénonciations, des signalements des lanceurs d'alerte, où justement les autorités publiques ont été obligées de faire face à leurs responsabilités. Merci Charles. Est-ce que, voilà, très rapidement, en une minute, parce qu'on est de la responsabilité des lanceurs d'alerte, je crois que dans tout ce que nous faisons, il faut qu'on montre qu'on est responsable. Hier, il a été beaucoup question des défis qu'on doit relever pour être juste, véridique, avoir l'accès à l'information, à la bonne information pour pouvoir le divulguer. Dans notre travail, on a l'obligation d'être responsable, d'avoir un argumentaire qui tienne la route. Et donc, si on ne le fait pas, on se met soi-même en danger vis-à-vis de nos gouvernants. Sur la question des témoins ou des gens sur lesquels on se base pour avoir l'information, pour mener des enquêtes, on a tous des réseaux, autrement on ne peut pas avoir accès à l'information. Et quand on a un réseau dans le système, on utilise, il est aussi de notre responsabilité de protéger cette source-là. Merci. Oui, en fait, je veux juste partager une information. Ça concerne le Burkina, mais je pense que ça pourra peut-être répondre aussi à notre ami qui semble assez pessimiste pour l'adoption des lois. En 2016, dans le cadre du second cycle d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies dans la lutte contre la corruption, il y a l'une des missions du questionnaire était envoyé au secrétariat était de savoir l'existence au niveau du Burkina de mécanismes pour protéger les lanceurs d'alerte. Et tout juste quelques temps après, je me souviens lors d'une interview, le contrôleur général Luc Marius Ubriga de l'autorité supérieure de lutte anticorruption qui disait il nous faut une loi pour protéger les lanceurs d'alerte et je pense depuis quelques semaines ce projet est en cours. Oui, effectivement. Monsieur du Malawi, 30 secondes pour... Yeah, thank you. I think a lot of things have been said, but what I'd like to finish with to say is that yes, there's always a worry about activism. You need to be responsible, but here we're talking about a situation where we're looking at people that are in the interest of promoting good governance. So we're talking about issues to do with transparency. We're just trying to be consistent with the governing systems that we have. If you have democracy, then you need to have structures that promote democracy, and assuming that good governance will bring in issues of transparency and maybe developments as well. We cannot say, oh, we won't have whistleblowers and then allow irresponsibility. Those are kind of different issues, I think. So in most cases, if we start this discussion, we are in danger of letting in those that are trying to hide information. As I said earlier on, this is a struggle, and it's a historical struggle that there's always somebody trying to control free flow of information. You cannot have democracy where people are supposed to participate. And meaning participation
needs people that are informed. It needs people that have information that matters. And that information is not going to come willingly, as we know, because there's always a struggle to hide that information. That's why most of our countries are not passing laws, for example, access to information. There is always something to hide, and that impacts on the successes of democracy that we have. Thank you. Merci, Monsieur Jimmy. Pape, est-ce que tu as un dernier mot pour conclure? Un dernier mot, juste pour répondre à celui qui avait posé la question, quelles sont les limites de l'activisme. Je pense que les limites de l'activisme sont ce que l'information et la loi dans son pays lui permettent. On peut vouloir être activiste, mais je vais juste rappeler une leçon. La première leçon qu'on apprend dans une école de journalisme, c'est que le meilleur journaliste, c'est celui qui a envie pour raconter son histoire. Ça ne sert à rien de vouloir être activiste au point de se mettre en danger, en fait. Informez-vous sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas dans votre pays respectif, et puis après, essayez de vous débrouiller. Vous pouvez être provocateur, mais sans dépenser les bornes. Pour te résumer, j'ai mon directeur pays d'une ONG Internews qui à chaque atelier, à chaque rencontre, nous rappelle la première information, c'est la vie du journaliste. Je pense que la première alerte également, c'est la vie du lanceur d'alerte. Je pense que le débat est passionnant, mais on est pris par le temps. On va s'arrêter là. Merci pour vos différentes contributions et commentaires, et le débat continue. Merci bien.